Le meilleur film d'horreur de l'année n'est pas un film d'horreur. Vous allez comprendre. Nous avons obtenu une année formidable pour le genre horrifique. Et alors que les fans de l'horreur sont en train de choisir ce qui représente pour eux le meilleur film d'horreur de l'année, est-ce que c'est The Substance? Est-ce que c'est Longlegs? Est-ce que c'est La Malédiction, l'origine? Est-ce que c'est Terrifier 3, avec l'une des scènes les plus violentes de l'année? Non, vous savez très bien que je peux pas vous montrer ça. Et si en fin de compte, tout le monde se trompait? Et si en fin de compte, la meilleure œuvre horrifique de l'année 2024 n'était pas un film d'horreur? Et je parle bien d'une œuvre plus puissante encore que les nombreux films sortis. D'une œuvre qui, contrairement à la majorité des sorties cinématographiques, marquera notre époque d'une empreinte qui ne s'effacera jamais. Le meilleur film d'horreur de l'année n'est pas un film d'horreur. C'est un jeu vidéo qui transcende les frontières habituelles de l'horreur vidéoludique pour s'imposer comme une véritable œuvre cinématographique immersive. C'est bien plus qu'un simple jeu vidéo. C'est bien plus qu'un simple film. Bienvenue dans la mystérieuse ville de Silent Hill. Comment t'expliques toi par exemple, quand tu dois expliquer aux gens, tu dis c'est quoi Silent Hill? Tu vois, genre, j'imagine on te pose la question c'est quoi Silent Hill? Genre tu réponds quoi toi? En fait Silent Hill, parce que tu sais en même temps t'as pas envie de trop les spoiler, t'as envie de les laisser découvrir. Je dis un peu c'est comme si tu prenais ton subconscient, c'est genre imagine comment serait représenté ton subconscient dans une ville. C'est ça Silent Hill. Que Silent Hill c'est un peu un purgatoire qui symbolise, comme je disais, ton subconscient et un peu les actions mauvaises que tu as fait qui essayent, en soi qui essayent de te faire prendre conscience du mal que tu as fait. C'est une visite psychiatrique en fait. Pour beaucoup, Silent Hill, c'est simplement une ville brumeuse, avec des monstres qui la parcourent, et les sirènes qui se déclenchent aléatoirement. Pour d'autres spectateurs, leur seule référence qu'ils ont de cet univers, c'est le deuxième opus de la saga sorti au cinéma, à savoir Silent Hill Révélation, avec un Jon Snow en chaleur et des combats de monstres à l'épée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais la meilleure des manières de comprendre ce que représente véritablement la ville de Silent Hill, c'est par les mots de Christophe Gans, le réalisateur de la première adaptation sortie au cinéma. Au moment de sa mort, au moment où nous mourrons, le dernier éclair de vie en nous crée un monde. Et que nous sommes prisonniers à l'intérieur de cette seconde de vie. Et que tout ce qui a formé notre existence, tous les souvenirs, tous les êtres que nous avons rencontrés, se mélangent à une idée qui est l'idée que nous allons vers la mort. Donc en quelque sorte, nous sommes dans un espace intermédiaire entre la vie et la mort, qu'on pourrait qualifier de purgatoire, dans un sens judéo-chrétien. C'est exactement Silent Hill. Silent Hill, c'est un espace qui est au confluent de la vie et de la mort. Silent Hill est une ville qui transcende sa géographie pour devenir un symbole profondément métaphorique et psychologique. Elle représente un espace mental et spirituel où les peurs, les traumatismes et les péchés des personnages prennent forme. Elle évolue au gré de votre personnalité et de votre vécu, comme un miroir de l'âme. C'est une chose qui est superbement bien reconstruite dans le film, où plusieurs personnages sont au même endroit, au même moment, et pourtant ils sont emprisonnés dans leur propre dimension et ne peuvent se voir. Comme s'ils étaient dans un véritable purgatoire, une prison de cauchemar. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Silent Hill est un univers bien plus que complexe. Et pour comprendre pourquoi, à mon sens, c'est le meilleur film d'horreur de l'année sans être un film d'horreur, c'est là toute l'ambiguïté de la chose, et pourquoi c'est l'une des œuvres les plus importantes de ces dernières années, et pour répondre à toutes ces questions, je serai pas tout seul. J'ai vraiment pas envie d'affronter cette responsabilité tout seul. Si je dois me faire casser la gueule dans la vraie vie,
je préfère me faire casser la gueule avec mes potes, plutôt que d'être seul. Je serai donc accompagné par le youtubeur et ami Vinzawa, dont je vous invite à découvrir le travail. Il adore le cinéma, les jeux vidéo, en y faisant des rétrospectives plus qu'intéressantes. C'est la personne parfaite pour m'accompagner sur un sujet aussi difficile. Et c'est dans cet univers voilé d'une brume épaisse, où les échos du passé se mêlent aux murmures de l'oubli, que débute l'histoire de James Sunderland, un homme à la recherche de sa femme. Mary. Could you really be in this town? James est quelqu'un d'ordinaire, déchiré par une peine extraordinaire. Il a reçu une lettre qui défie la logique et la mort elle-même. Elle est signée de la main de sa femme défunte, Mary, emportée par une maladie insidieuse il y a 3 ans. Les mots griffonnés, à la fois familiers et étranges, l'appellent à retrouver un lieu spécial. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. I'm alone there now. In our special place. Le cœur de James s'accroche à l'impossible, et poussé par un mélange de chagrin et d'espoir, il retourne à Silent Hill, la ville où il avait partagé de nombreux souvenirs avec sa femme. Il se pourrait bien que ce lieu spécial qu'il doit retrouver soit ici. Hey! Wait! Mais Silent Hill n'est pas ce qu'elle semble être. Sa brume est vivante, mouvante, dissimulant des silhouettes grotesques et des vérités enfouies. Les rues désertes, les bâtiments délabrés, tout respire une solitude pesante, presque suffocante. Sur son chemin, il croise des âmes égarées, chacune portant son propre fardeau. Angela, une jeune femme hantée par les abus de son père, erre dans un état de désespoir palpable. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Et le concept de base du perso, c'était de faire une fin d'adolescence, c'était de faire une femme qui avait 17 ans, tu vois. Et ils l'ont pas fait parce qu'ils trouvaient ça très glauque. Alors ça n'empêche pas que son histoire reste tout aussi glauque. Du coup, elle a connu tout un tas d'agressions de la part de son paternel. Et tu vois qu'elle cache son corps, tu vois, genre qu'elle met un col roulé. Bah, c'est vrai que oui, en plus, c'est encore mieux expliqué par rapport à la fin, quand t'apprends comme quoi son Silent Hill est un Silent Hill en flammes. Tu comprends encore mieux l'aspect col roulé de part parce que forcément quand il fait chaud t'as pas envie de t'habiller avec un pull, mais elle c'est vraiment pour cacher son corps. Et je trouve, tu vois, c'est vraiment là c'est ultra malsain, mais j'ai trouvé le combat contre son père encore. Et je dirais pas qu'il est mieux fait dans le remake, mais ils apportent une approche moins malsaine, un peu plus parce que on voit clairement James qui se fait poursuivre par le monstre qui symbolise le père d'Angela. T'as l'impression qu'en fait James incarne Angela qui essaye de fuir son père dans sa chambre. Je sais pas si t'as trouvé ça, cet aspect-là. Ah, j'avoue que j'ai pas vu ça comme ça du tout, mais maintenant que tu le dis, c'est... Ouais, c'est évident, quoi. Enfin, genre, c'est exactement ça. Il se met à la place d'Angela, et il est en train de fuir un gros monstre qui est en train de... qui est tout repoussant, qui est tout dégueulasse, qui est hyper brutal aussi dans son approche. C'est un des rares boss qui te court dessus tout le temps, en fait. Il y avait pas que son père qui s'en prenait à elle, je crois qu'il y avait également son frère. Et sa mère faisait comme si de rien n'était. Oh, c'est ignoble. Ah ouais, non, mais c'est vraiment... C'est pour ça que elle a qu'elle a peur des hommes, quoi. I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Or you could just force me. Like he always did. Eddie, maladroit et moqué, est progressivement consumé par sa haine et sa violence. Laura, une jeune enfant, semble exister en dehors de l'horreur de Silent Hill, se moquant de James avec une innocence acerbe. Hey! Wait! Mais chaque personnage, ils sont incroyablement bien développés, oui. Si je dis pas de bêtises, Laura, dans l'idée, c'était une sorte de métaphore d'un enfant qu'aurait pu avoir James si sa femme était pas tombée malade. Ou si elle avait survécu à la maladie. Et du coup, en fait, il s'imagine l'enfant qu'il aurait pu avoir si Marie était sortie de l'hôpital, si elle était restée en bonne santé. Et du coup, la ville lui projette genre ce qu'il aurait aimé avoir, en fait, genre un couple
avec sa femme qui est en bonne santé, une vie de famille. Du coup, il y a ce côté un peu perfide. Tiens, regarde, la ville te montre l'enfant que t'aurais dû avoir si ta femme était pas morte. Allez, tiens, prends ça dans la vie. Oui, c'est un peu genre, ça se trouve, elle aurait pu guérir et t'aurais pu avoir Laura, quoi. Mais c'est exactement ça. Et c'est horrible. Mais c'est la rencontre avec Maria qui marque le cœur de cette odyssée. Elle est l'image vivante de Marie, la femme de James décédé, tout en étant différente. Beaucoup plus belle, séduisante, vibrante, un écho tordu de ce qu'il a perdu, mais en beaucoup mieux. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Maria est-elle une seconde chance, un test, ou simplement une cruauté supplémentaire, infligée par la ville? Est-ce que c'est pour ça que James ne cessera de la voir mourir et revivre, pour lui rappeler ce qu'il a traversé avec sa femme? Et vous, derrière votre écran, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la recherche de votre femme ou de votre homme et que vous tombiez sur quelqu'un qui lui ressemble, mais en encore plus beau, plus belle, avec une personnalité encore plus attachante? Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Et du coup, on parlait des personnages, mais moi je voulais qu'on s'arrête sur du coup Maria, parce que genre j'ai le sentiment que c'est le personnage qui ressort le plus. J'ai l'impression qu'on est un peu tous hypnotisés par elle, mais pas uniquement parce qu'elle est belle, séduisante et tout, qu'il y a vraiment quelque chose. T'as l'impression que t'es déjà attaché à elle. C'est ça qui est étrange. Alors que d'habitude, pour t'attacher à des personnages, t'as toujours besoin d'avoir du développement, d'avoir des dialogues, des scènes où ils sont badass ou j'en sais rien. Elle apparaît. Ça, ouais. Et genre, contrairement à James où t'as un peu du mal au début, tu sais, tu te dis, bon bah c'est un mec un peu lambda. Elle arrive. Elle hypnotise tout le monde, t'es vraiment avec elle directement. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que c'est vraiment elle, comment on pourrait dire ça, l'outsider du jeu, tu vois. James, celui que Silent Hill veut lui faire comprendre, c'est le fait qu'il a tué sa femme. Alors que Maria, elle veut l'éloigner de son objectif. Et en fait, c'est pour ça qu'elle agit de manière hypnotisante. Parce que en se focusant sur elle, faut dire ce qui est. On s'est tous dit quand on a vu Maria, non pas que parce qu'elle est belle, hein, on s'est tous dit, en vrai, Marie, oui, on va partir avec Maria, quoi. On s'est tous dit ça. James traverse la ville, tabasse tout un tas de monstres qui se mettent sur son passage, toujours en étant à la recherche de sa femme et de ce fameux lieu spécial, ce qui nous amène à la conclusion de cette sombre histoire. Un souvenir enfoui refait surface, déchirant le voile de l'illusion. James n'est pas seulement un homme en deuil, il est celui qui a pris la vie de Marie, un acte de miséricorde teinté d'égoïsme. Sa femme n'en pouvait plus de la maladie, n'en pouvait plus de voir son corps se dégrader, de devenir moins belle, n'en pouvait parfois plus de James, le foudroyant de ses nombreuses colères. What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Get the hell out of here. Leave me alone already. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James décida de l'étouffer car elle ne souhaitait plus vivre, mais aussi parce qu'elle était un lourd fardeau sur ses épaules et qu'il ne pouvait plus vivre par sa faute. I can't forgive myself for what I've done. Ce meurtre, empreint d'amour et de désespoir, est au cœur de son voyage. Silent Hill l'a rappelé, non pas pour qu'il retrouve Marie, mais pour qu'il affronte la vérité et trouve la rédemption ou succombe à son propre abîme. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad?
t'as l'impression que c'est sa femme qui lui demande de la tuer, t'as l'impression que dans tous les cas, elle va souffrir, elle va mourir dans 2 jours de sa maladie, t'as l'impression qu'il la délivre, mais attention, il la délivre pas parce qu'il fait ça pour lui plus que pour elle en fait. C'est ça toute l'ambiguïté du processus de la fin en fait, je trouve. C'est mieux expliqué comme quoi, depuis le début du jeu, il a le cadavre de sa femme dans sa voiture quoi. Ça c'est... Alors ça, putain, je voulais qu'on en parle justement, parce que ce qui est fou, non mais c'est fou ça, c'est que en fait tu commences l'aventure, et c'est ça qui est fou, c'est que tu commences l'aventure, ouais. Tu sais pas ce qui se passe, tu finis le jeu, t'as la révélation, et là du coup tu relances le jeu. Tu vois, tu relances le jeu avec la révélation en tête, et tu comprends que le cadavre de sa femme est dans sa bagnole. Ah, c'est ça, bah, de toute façon, tous les joueurs qui ont fait l'original, le premier truc qu'on a fait, c'est se diriger vers la voiture en disant est-ce qu'on voit le cadavre? Surtout maintenant, avec les angles de caméra, t'as vraiment envie d'essayer de le voir, quoi. Et du coup, t'es toujours maintenu à cette distance où tu te dis putain, j'incarne un mec qui vient de buter sa femme là. Genre, je suis en train de jouer un mec qui bute sa femme et qui en plus de ça, je suis en train de le protéger, en train de le soigner et tout. Et ça te met dans une posture trop bizarre. Au début, ouais, tu sais, tu trouves James bizarre et tout, tu sais rien de lui. C'est vraiment rien de son histoire, même à la fin du jeu, tu sais juste, tu sais pas quel boulot il a fait, tu sais pas, même pas l'âge qu'il a, tu sais juste son nom, son prénom, il avait une femme. Elle est malade, elle est morte, tu sais juste ça. Et ils arrivent à faire en sorte que tu t'attaches au personnage, alors qu'en soi, ils te montrent jamais ses sentiments, parce que comme tu dis, t'as l'impression d'être un spectateur du jeu, alors que tu vois pas trop les sentiments du personnage. Et je sais que ce qui m'a marqué, bah, hier encore, en ce moment, je regarde pas mal de streams de personnes qui découvrent Silent Hill 2, parce que je trouve ça intéressant, tu vois. Après, tu peux leur expliquer un peu plus certains trucs s'ils ont envie. Et hier, je regardais le stream d'une streameuse, quoi. Et une fois qu'elle a vu la fameuse cassette où James tue sa femme, elle était en mode il s'est passé quoi? Non, mais non, c'était elle qui était dans le déni. Donc t'as vraiment ce côté, l'inversion, tu vois. Au début, c'est James qui est dans le déni. Et une fois que t'apprends la révélation, c'est toi qui es dans le déni. Tu te dis mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas vrai. Je trouve ça. C'est vrai que c'est totalement ça. C'est incroyable, ouais. Si Silent Hill 2 est considéré comme l'une des meilleures œuvres horrifiques jamais sorties, c'est parce qu'elle transcende les limites du jeu vidéo pour devenir une expérience cinématographique introspective et surtout immersive. C'était déjà le cas dans l'œuvre originale de 2001, et ce remake de 2024 revisite ce classique pour proposer une œuvre encore plus proche du cinéma. C'est même mieux que le cinéma, puisque cela dépasse le cadre de l'écran pour s'immiscer dans l'esprit de la personne qui contemple les actions du personnage principal. Et 3 éléments clés expliquent cette réussite. Une narration introspective, une direction artistique magistrale, et sa capacité à manipuler les émotions du joueur. C'est parti! Une narration introspective, digne des plus grands films. La force de Silent Hill 2 réside tout d'abord dans son histoire, qui s'apparente à une tragédie intemporelle. Contrairement à un film d'horreur classique, souvent centré sur des menaces externes, ce jeu explore les horreurs intérieures, les failles humaines et la complexité des émotions. James Sunderland est un homme ordinaire qui doit découvrir ce qu'il fait ici, ce qu'il fait à Silent Hill, et pourquoi il pense que sa femme est toujours en vie, alors que c'est pourtant lui qui l'a tuée. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James! I hate you! I hate you! I hate you! On est plus dans un mélange de genres qu'un simple film d'horreur. L'horreur et la psychologie sont présentes dans Silent Hill 2, oui, mais il y a aussi une forte présence du drame. Le drame, c'est ce qui fait que des histoires sont marquantes. Et là, on pourrait y aller de référence en référence, tels que Shutter Island ou encore les autres. Je suis pas venu ici pour tuer qui que ce soit, je te le jure! Elle est morte. Laisse-la s'en aller. La subtilité avec laquelle l'histoire se dévoile, au rythme des interactions du joueur, crée une expérience plus immersive qu'un film, car elle nécessite non seulement de regarder, mais aussi de participer activement à la découverte des vérités cachées. Alors pourquoi je vous dis, depuis le début de cette vidéo, que Silent Hill 2 se rapproche d'un film sans l'être. Déjà, parce que l'inspiration principale du jeu, c'est clairement le cinéma. D'abord, les films de David Lynch pour l'atmosphère et la narration, Blue Velvet, un thriller explorant la dualité entre le monde paisible de la banlieue américaine et la réalité sombre et violente qui s'y dissimule,
Comme si il y avait deux dimensions différentes au sein d'un même endroit, le bien et le mal. Dans Silent Hill 2, cette opposition se reflète dans la confrontation entre la façade tranquille de James et les horreurs qui se dissimulent en lui. Ne vous fiez pas aux apparences, car les apparences sont souvent trompeuses, tout comme la ville, qui dispose d'une première partie en apesanteur et d'une seconde bien plus brutale. Eraserhead, un autre film de David Lynch, où les représentations cauchemardesques et abstraites des peurs humaines sont une source d'inspiration pour les environnements étranges et oppressants de Silent Hill, en particulier pour l'autre monde, vous savez, lorsque les sirènes se déclenchent. Et évidemment, la série Twin Peaks. La ville de Twin Peaks, tout comme Silent Hill, est un lieu mystérieux et isolé, où chaque habitant semble dissimuler un secret. Les thèmes de la culpabilité et des traumatismes, omniprésents dans Silent Hill 2, rappellent également ceux de la série, en plus d'une inspiration plutôt évidente au niveau des environnements. Est-ce que je suis à Silent Hill ou à Twin Peaks? Et là, est-ce que je suis à Twin Peaks ou à Silent Hill? Enfin, vous avez compris. Et on pourrait continuer pendant des heures, puisque Silent Hill 2 représente un mélange d'inspiration d'œuvres profondément horrifiques. L'échelle de Jacob, Shining, L'Exorciste 3 pour sa tension psychologique, le cinéma japonais, avec des œuvres comme Kwaidan de Kobayashi, une anthologie de contes folkloriques surnaturels, jouant sur la beauté et l'horreur, ce qui a influencé l'équilibre entre l'esthétique et le macabre dans Silent Hill 2. Cela doit être effrayant, mais aussi beau à la fois, une fascinante et inquiétante étrangeté. Il y a aussi Onibaba de Shindo, un récit d'horreur centré sur les conséquences psychologiques de la culpabilité et du désespoir. Et qui c'est qui est rempli de culpabilité et de désespoir? Oh bah tiens, c'est James. La plus grosse inspiration de Silent Hill, genre de Silent Hill 2 pardon, ouais. Encore plus du coup pour James, et tu te rends compte avec ce remake, en vrai c'est vraiment Shining, parce que du coup le côté alcoolique ça fait penser à Jack Nicholson dans Shining. Tu t'attaches au personnage de Jack Nicholson mais faut pas, et au fur et à mesure tu commences à le détester. T'es dans un environnement qui est presque en dehors du temps, comme l'hôtel de Shining typiquement, c'est un endroit, t'as l'impression que c'est une boucle temporelle. Genre c'est trop bizarre comment c'est harmonisé, mais genre la construction de James, je trouve ça se rapproche énormément de Jack Nicholson dans Shining. Ah c'est quoi, t'as un peu ce côté là. Tu découvres un personnage un peu bizarre, tu sais pas trop comment l'aborder, si tu dois l'aimer, le détester. Tu commences un peu à l'apprécier, tu te dis que c'est quand même un mec bien qui est là pour sa famille et du coup pour sa femme dans Silent Hill 2. Et à la fin tu te dis ah ok d'accord, bon peut-être pas en fait, le mec avait il y a un truc un peu plus complexe derrière quoi. Un jeu comme Silent Hill 2 est différent de jeux vidéo beaucoup plus traditionnels comme Mario ou même Call of Duty. Dans Silent Hill 2, il n'y a pas d'objectif, de score, ou l'idée d'atteindre un niveau ou un grade précis pour obtenir une quelconque récompense. Nulle obligation de résultat ou de performance. C'est une expérience de spectateur et non de joueur. On accompagne James, on l'aide à se défendre, mais c'est tout. Ce n'est pas pour rien que le jeu est à la 3e personne, donc que notre personnage s'affiche de dos. Les réalisateurs nous demandent de prendre une certaine distance avec lui, là où dans les derniers Resident Evil, nous sommes le joueur, puisque nous sommes plongés dans son regard, dans ses yeux. Même quand tu poses ta manette et que tu ne contrôles pas le personnage de James, t'as vraiment l'impression qu'il est vivant. Le pire étant, dans le menu, pour sauvegarder notre aventure, James nous regarde. Nous, les joueurs, les spectateurs, qui rentrent dans son intimité, dans son histoire personnelle. Tout est fait pour nous prévenir de la violence et la mélancolie de cette histoire, et nous demander d'en devenir les juges. On est clairement des voyeurs, des observateurs qui ne sont pas à leur place au sein d'une histoire bien plus qu'intime, puisque c'est l'histoire d'un couple et de l'amour qui lie deux personnes. C'est d'ailleurs ironique, puisque lorsqu'on découvre la vérité sur ses agissements, le meurtre de sa femme, James ne nous regarde plus dans les yeux, comme si il avait honte. Comme si il avait désormais peur de notre jugement. Pour moi, en fait, le truc qui symbolise encore plus le fait qu'on est spectateur, c'est l'écran de sauvegarde. Parce que l'écran de sauvegarde, quand tu sauvegardes, en fait, donc tu sais, t'as l'écran tout rouge,
James, il te regarde, il te fixe dans les yeux. Au début, c'est anodin, tu dis ouais, c'est un écran de sauvegarde, il n'y a rien de banal. Sauf qu'une fois que tu as vu la fameuse cassette, où James voit qu'il a clairement tué sa femme, je sais pas si tu as remarqué, à l'écran de sauvegarde, il ne nous regarde plus dans les yeux, il dévie le regard. Comme s'il avait honte de ce qu'il faisait. C'est comme si le jeu, pendant qu'il te regarde dans les yeux au tout début de l'aventure, c'est comme si le jeu te disait regarde à travers lui parce que c'est pas du tout ce que tu penses. Genre il laisse échapper quelque chose. Ce mec là est bizarre en fait. Et puis une fois que tu connais la vérité, que tu te rends compte que le mec est bizarre, bah là le mec te regarde plus en mode j'ai honte. C'est trop drôle. Même si nous l'incarnons, James reste un personnage à part entière et le joueur ne doit pas l'oublier. C'est pas parce que nous le contrôlons que c'est nous et que nous devons nous y identifier. Certes, les joueurs sont les metteurs en scène de cette histoire, libres d'aller où nous souhaitons pour étirer la pellicule le plus possible et construire un film de plusieurs dizaines d'heures, mais le joueur n'est pas traité comme un joueur. Il est traité comme un spectateur dans Silent Hill 2. Et tout comme le jugement final, où nous serons, selon les religions, jugés par Dieu, nous devons juger cette histoire intime. Nous devons juger James et les autres personnages. T'es toujours mis à l'écart du personnage. Tu sais, c'est vraiment un jeu Silent Hill 2 où t'incarnes pas le personnage de James tout en l'incarnant. Tu l'incarnes parce que tu vas le déplacer, tu vas taper les monstres, mais t'es jamais mis dans sa peau, à lui. Enfin, il y a des moments où, évidemment, tu peux t'identifier à lui, mais le jeu te met toujours à l'écart de lui pour que tu te poses des questions, tu vois, par rapport à lui, par rapport à ça. Est-ce que c'est une bonne personne? Tu vois, d'habitude, les jeux, ils essaient toujours de te mettre à la place du personnage, ils essaient toujours de te l'attacher, ils essaient toujours de te faire en sorte que tu t'identifies à lui. Alors que là, dans Silent Hill 2, c'est pas du tout le cas. Enfin, en fait, je me suis mis ça en tête il y a pas longtemps, parce que j'adorais le personnage de James. Et après, quand tu te mets en tête que le gars, il a quand même tué sa femme, car elle était malade, et qu'il en avait marre d'elle, c'est quand même horrible. C'est vrai que dit comme ça, c'est violent. En fait, tu te dis, mais je sais pas, t'aurais pu divorcer, ça reste horrible, mais au moins, enfin voilà, tu vois, mais je sais pas, c'est quand même horrible, et en fait, tu peux pas vraiment te mettre dans la tête de James. Il a zéro émotion, il a son air vraiment blasé. Tu comprends un peu son ressenti souvent par rapport à ce qu'il dit. Sinon, tu vois, il va jamais te faire comprendre par son visage, hormis à certains moments où, notamment quand il voit la fameuse cassette par rapport à la révélation, où il a le visage mais totalement dévasté. Là, tu comprends qu'il est vraiment dans le mal, mais sinon, il a toujours un regard vide, ce qui fait que, en fait, tu sais pas ce qu'il pense, James. À aucun moment, tu sais ce qu'il pense. Ouais, j'avoue, ça c'est vrai. T'es totalement détaché de lui, même de ses pensées. Enfin, vraiment. Une direction artistique magistrale. J'ai pas d'autres mots. Tout comme un réalisateur attentif qui utilise sa caméra pour transmettre des émotions et raconter une histoire sans prononcer le moindre mot, Silent Hill 2 utilise ses environnements, sa lumière et ses cadrages pour amplifier la narration. C'est visuellement l'un des jeux les plus impressionnants que j'ai vu de ces dernières années. Pas parce que les graphismes sont magnifiques, mais parce que tout environnement semble travailler en mise en scène. Même des petits coins subtils où on n'a pas besoin de se rendre, des endroits qui servent à rien et dont les 3/4 des joueurs passent à côté. Les zones éclairées offrent rarement un sentiment de sécurité, tandis que l'obscurité oppressante devient une métaphore de l'inconscient de James. C'est simple, à l'extérieur, l'esprit de James est complètement dans le brouillard, mais à l'intérieur, c'est le mal à l'état pur, puisqu'il a commis un crime. Dans Silent Hill 2, la ville représente James. Quand tu commences le jeu, puis quand tu vas dans la ville de Silent Hill, t'as un long chemin, mais un énorme chemin, je crois que tu marches pendant 5 minutes où t'as quasiment rien, et c'est long, c'est chiant, comme tu dis, tu souffres. Et en fait, les développeurs, ils ont voulu faire ça pour montrer que une fois que tu arrives dans Silent Hill, même si la ville elle est glauque, après tout le chemin que tu t'es tapé, tu te dis ah ouais non, j'ai pas envie de revenir en arrière. Maintenant que j'y suis, c'est bon. Et t'as un peu toute cette symbolique là dans Silent Hill, je trouve. Et d'ailleurs, le seul moment où tu montes, c'est à la fin du coup. Genre au moment où tu vas rejoindre Marie, ta femme. Le seul moment où tu empruntes un escalier qui monte en dehors des petits escaliers genre des hôpitaux et tout, mais le seul moment où tu as un long escalier qui dure un petit peu longtemps, c'est du coup à la fin. Et c'est là où en fait tu découvres la vérité. Du coup tu montes parce que ça y est, tu peux y aller, tu peux accéder à la vérité.
donc tu t'élèves humainement en fait. Par rapport de ce que tu dis et par rapport à le fait qu'il découvre la vérité, c'est symbolisé aussi dans l'hôtel parce que je sais pas si tu te rappelles, quand tu rentres dans l'hôtel il est magnifique, il est tout bien, il est vraiment comme neuf et on peut lire des documents qui disent comme quoi l'hôtel a brûlé suite à un incendie il y a quelques années. Et une fois que James découvre la vérité qu'il a tué sa femme, une fois qu'il l'accepte, tu vois l'hôtel totalement dévasté. En fait, c'est l'hôtel brûlé, comment il est pour de vrai. La palette de couleurs semble également très précise, choisie pour induire une ambiance horrifique au jeu. Comme si les réalisateurs souhaitaient obtenir une bonne cinématographie. Les tons grisâtres et brunâtres dominent les scènes pour refléter la tristesse et l'ambiguïté morale. Mais parfois, des éclats de rouge sang ou de jaune sale surgissent dans l'autre monde pour évoquer la violence et la corruption. C'est simple, chaque plan du jeu peut faire une belle image. Par exemple, des plans étroits ou obliques, combinés à des couloirs sans fin, évoquent une sensation de suffocation et d'enfermement, renforçant la dimension psychologique de l'horreur. Ensuite, il y a la musique d'ambiance qui s'ajoute à l'atmosphère déjà intense du jeu. C'est du pur cinéma. Plutôt que de simplement accompagner les visuels, la musique de Yamaoka anticipe et amplifie les émotions du joueur, comme le ferait une bande-son de Hans Zimmer ou d'Ennio Morricone. Des morceaux comme Theme of Laura évoquent à la fois la mélancolie et l'angoisse, en capturant le ton général du jeu. Silent Hill 2 avec le premier, si je me trompe pas, c'est les seules musiques de Silent Hill où il n'y a aucune musique chantée, il n'y a aucune chanson. Et c'est à partir de Silent Hill 3 où tu as des passages un peu plus chantés, où la musique est un peu plus mise en avant. Mais sinon, ouais, comme tu dis, Silent Hill 2, la musique, elle est toujours... c'est un peu comme si, toi, dans tes vidéos, tu baisses le son pour qu'on se focus plus sur ta voix. Et la musique, elle est là en arrière-plan, on l'apprécie, mais c'est ta voix le plus important. Et puis le thème de Laura, enfin bref. Ouais, bah là, celui-là, ouais, il est incroyable. Mais les mélodies et les notes de piano ne sont pas les seules à accompagner les joueurs. Il y a aussi de nombreux sons d'ambiance, des sons narratifs, les bruits de grincement, de souffle et de métal résonnant dans les environnements créent une immersion qui est totale. Ils ne servent pas seulement à effrayer, mais à renforcer la perception de la ville, comme un lieu vivant et oppressant. La musique, les tons grisâtres et brunâtres, les personnages, les éclats de rouge, les marques sur les murs, le vent, la pluie, les sols crasseux, les objets. Silent Hill n'a jamais été aussi vivante. Et cela relève d'une direction artistique magistrale. Chaque recoin de Silent Hill semble avoir été pensé pour raconter une histoire et susciter des émotions. C'est une œuvre qui, tout comme l'original, durera dans le temps pendant encore de longues décennies. Silent Hill, t'as vraiment le côté hypnotisant. Tu sais, t'as vraiment... Quand t'arrêtes d'y jouer, c'est pas dans le sens... j'en ai marre du jeu, c'est vraiment dans le sens... Bon bah, faut que j'aille bosser, faut que j'aille manger, Ouais. mais t'as envie de reprendre direct. Mais moi, tu vois, une fois fini le jeu, j'avais envie de recommencer, sauf que je me suis dit non, faut... Bah, je suis un peu comme ça, tu vois, les choses que j'adore énormément. Par exemple, je sais que Silent Hill 2, t'en as qui l'ont fini un paquet de fois. En vrai, je l'ai pas fini tant que ça parce que j'ai pas envie de m'habituer au fait que le jeu il soit autant marquant. Ok, ouais, je vois ce que... Oui, t'as envie de le redécouvrir au fur et à mesure. C'est ça, ouais, Ok, même ouais. quitte à le faire une fois tous les ans. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu t'y habitues, puis tu sais, t'as moins ce côté marquant. Tout le monde le sait que c'est un jeu qui est très contemplatif, mais du coup encore plus avec les nouveaux graphismes et tout le retravail qui a été fait,
c'est que du coup tu te surprends à t'arrêter pour contempler l'environnement. Genre, il y a des moments où t'as la petite musique, la petite mélodie de la soundtrack du jeu qui est absolument incroyable. Et du coup, tu te surprends en train d'arrêter. Tu t'arrêtes et tu dis, vas-y, j'écoute juste la musique là pendant qu'il pleut, par exemple. T'as plein de moments comme ça où t'es vraiment genre, t'as l'impression d'être un metteur en scène ou d'être le mec qui tient la caméra et qui dit tiens je vais laisser les spectateurs profiter de ça alors que c'est pour toi-même en fait, il y a un côté un peu égoïste là-dedans. C'est ça. Ce qui fait que en fait tout le jeu, toute l'atmosphère du jeu te marque. T'as aucun vrai panorama où tu te dis tiens par exemple pour prendre un The Last of Us Partie 1, le panorama quand tu vois les girafes, tu t'en rappelles encore, tu te dis ah ouais quand même là le jeu est vraiment en mode tiens t'as vu comme je t'en fous plein la gueule pour que ça te marque. Silent Hill 2 il y a pas ça, c'est tout le jeu est tellement minutieusement travaillé que rien que le fait de te balader dans une simple rue, c'est marquant. Cela donne le sentiment que le jeu a été fait par des réalisateurs de films plutôt que par des créateurs de jeux vidéo. C'est le cinéma qui inspire ce jeu, mais tout cela est évidemment amplifié par le sentiment d'immersion. Je suis un peu le genre de joueur j'aime bien avoir un truc à côté qui m'accompagne quand je joue, parce que tu sais, souvent, surtout en ce moment, les jeux que je joue, c'est plus des jeux à gameplay, où voilà, t'as pas trop besoin d'être immergé dans l'histoire, alors que pour moi Silent Hill, limite t'es obligé d'y jouer avec un casque audio, t'es obligé, comme tu dis, en plus la DualSense ça t'immersit un peu plus dans le gameplay. Si je me trompe pas, les passages où il pleut, je crois qu'on a l'impression d'avoir comme des gouttes au niveau des vibrations de la manette, non? Ça c'était n'importe. Alors ça, c'est un jeu où t'es déjà immergé, ils avaient pas besoin de faire ça. Et là, tu commences avec ta DualSense à recevoir les gouttes d'eau. Tu serres ta manette. Tu sais, en plus, la pluie, elle apparaît alors que t'es dans le brouillard. Déjà, t'es étonné de voir la pluie. Mais alors, en plus, tu te rends pas compte que tu sens les gouttes de pluie sur ta manette. Alors là, c'était... Waouh! Là, moi, je me suis dit, waouh, c'est... Ouais, tout est millimétré, quoi. C'est là où j'ai découvert aussi les retours haptiques sur les gâchettes. C'est-à-dire que, pour ceux qui savent pas, plus t'appuies sur la gâchette... plus les gâchettes vont exercer une pression. Donc par exemple quand James il tape avec sa planche de bois, plus tu tapes, plus tu ressens les coups parce que la gâchette elle se bloque, donc tu dois forcer un peu musculairement pour taper, du coup tu ressens plus les coups, t'as l'impression de taper avec lui. C'est un sentiment d'immersion que j'ai trouvé juste dingue quoi. Et surtout je sais que moi en tant que joueur PS5 je peux le dire, il y a très peu de jeux qui vont vraiment exploiter la manette. Tu vois par exemple, tu vas avoir les retours haptiques, mais le coup des vibrations par rapport aux gouttes de pluie, ça, t'as pas beaucoup de jeux qui le font. Je crois il y a Astro Playroom, il doit y avoir Returnal peut-être, et Silent Hill 2, ouais, puis j'en vois pas d'autres. Après, j'ai pas fait tous les jeux du monde, hein, évidemment, mais ouais, tu sens qu'ils ont vraiment poussé l'immersion à fond, alors qu'en soi, ils auraient pu se dire, ah c'est bon, on s'en passe, y a pas besoin, mais non, il y a vraiment le travail de vouloir bien faire, quoi. C'est une folie, et genre, la manette, elle est incroyable pour ça, quoi. Vraiment. Et il n'y a pas que ça, parce que du coup, toi tu l'as fait au casque du coup. Parce que moi, il y avait une partie où j'étais en casque, et du coup, quand je faisais le jeu avec quelqu'un d'autre, là du coup j'enlevais le casque pour mettre le son sur la télé. Et là, la manette de la PlayStation 5 va faire sortir du son de la manette. Donc t'as la radio du jeu, donc la radio qui sert à te dire qu'il y a des ennemis à proximité. Ouais. La radio sort de ta manette. Quand ta manette elle commence à avoir la radio dans la vraie vie, ça veut dire qu'il y a un monstre qui est dans le jeu, qui est à côté de toi. Donc là, tu commences à vraiment avoir ce côté où tu flippes, et ça rajoute ce côté horrifique au jeu. Et il n'y a pas que ça, c'est dès que tu vas avoir une santé faible, la manette va te faire sortir un bruit de battement de cœur. Alors là, genre, ça rajoute tellement de pression, parce que du coup tu te dis putain, déjà que j'ai mon écran qui est tout rouge parce que je suis en train de crever, en plus j'entends le bruit du battement de cœur de James. Une capacité unique à manipuler l'émotion du joueur. La force narrative de Silent Hill 2 réside dans sa capacité à impliquer le joueur dans l'histoire de James, de manière personnelle et introspective. Plutôt que de simplement observer les événements, le joueur est invité à vivre activement ce qui se passe, ce qui amplifie l'impact émotionnel. James est loin d'être un héros classique. Ses failles, son deuil et sa culpabilité sont des émotions universelles auxquelles le joueur peut s'identifier ou qu'il peut comprendre. Nous suivons cette histoire qui se déroule devant nos yeux, et nous devons la juger. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Pourquoi il a tué sa femme? Et même s'il l'a fait par égoïsme, elle souhaitait échapper à sa maladie. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? But I guess it doesn't matter anymore. You're
not here. Le jeu pousse le joueur à s'interroger sur des thèmes complexes comme la culpabilité, le deuil et le pardon. Cette introspection émotionnelle est souvent plus puissante que la peur elle-même. On se demande, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Moi je trouve que le plus impressionnant c'est quand t'as la planche, hein, genre une arme de merde, et que tu commences à taper les ennemis avec la planche, et le pire c'est que du coup tu les termines sur le sol, c'est d'une violence. Tu ressens vraiment la violence des coups, et tu sais, t'as presque de la peine quoi en tant que joueur, t'es là en mode putain, mais c'est. Tu sais, c'est les premières fois où tu tues quelqu'un, je trouve, dans Silent Hill 2, là, c'est choquant. T'as vraiment cet aspect, putain, mais je suis en train de faire quoi là? Bah, le pire, je crois que c'est contre Eddie, j'ai pas essayé de le frapper au corps à corps parce que j'y allais à l'arme à feu. Mais je pense que si tu fais, parce que tu peux, pour les trophées, on doit faire une run. On doit finir le jeu sans utiliser une seule arme à feu. Je suis sûr que le combat contre Eddie au corps à corps, tu dois avoir mal pour lui. Hein. Et en plus de ces questions implicites, basées sur des non-dits et des suggestions, le jeu nous plonge dans une horreur constante, comme si l'histoire n'était pas déjà assez horrible. Une pièce vide, mais étrangement silencieuse, est parfois bien plus effrayante qu'une pièce remplie de monstres qui se déplacent. C'est ça l'étrangeté de Silent Hill et de son horreur. Nous mettre dans une position délicate où nous ne sommes jamais à l'aise. Il pénètre dans votre esprit, vous pose des questions auxquelles vous essayez de répondre, dans des dilemmes moraux que vous n'avez pourtant pas vécus. À moins que vous ayez perdu votre femme ou que vous l'ayez tuée, mais j'espère que c'est pas le cas. Au-delà d'avoir une profondeur, je trouve que ce jeu-là, il arrive vraiment à avoir une toute nouvelle approche pour faire peur aux joueurs. Et typiquement, ça passe par ses ennemis. Genre, les ennemis qui ont 4 jambes, qui commencent à avoir, tu sais, des postures un peu élégantes. Tu vois juste la petite jambe qui dépasse. Et genre, tu t'en rends pas compte. Ou genre, tu sais, ils se mettent en boule, tu les vois pas. Et d'un coup, tu passes juste à côté de la pièce. Et d'un coup, ils surgissent sur toi. Ils sont là, tu peux les voir. Mais tu fais tellement pas attention parce qu'ils sont tellement discrets. Et ça te surprend. Il y a aucun réel jumpscare dans Silent Hill. Quand tu regardes le jeu en soi, tu sais, c'est pas comme un Resident Evil 2 où quand t'as un jumpscare, paf, c'est bille. Tu flippes, et une fois que tu recommences le jeu, tu te dis ah tiens là il y aura un jumpscare, je vais pas avoir peur, je le connais. Et dans Silent Hill 2, ces ennemis là même qui se cachent, je crois qu'ils sont placés de manière aléatoire. Par exemple, tu vas refaire une partie, il sera pas forcément placé ici. En fait, quand tu le refais, tu sais que tu vas te refaire surprendre. Celle qui nous met le plus mal à l'aise, c'est Maria. Alors, c'est plus James qui est troublé par ce personnage, mais il est tellement troublé que ça nous plonge également, nous les joueurs, dans un malaise constant. C'est le troublant double de Mary, la femme décédée de James. Elle incarne à la fois l'espoir et le désespoir. Sa fragilité et son ambiguïté émotionnelle rendent chaque interaction bouleversante. Tout comme nous n'oublierons jamais la ville de Silent Hill, nous n'oublierons jamais son personnage. What the hell is that? Well, what do you know? A stroll in the rain. How romantic. Maria, what are you talking about? Plus qu'un simple jeu vidéo, Silent Hill 2 est une œuvre introspective, une plongée vertigineuse dans ce que ça signifie que d'être humain, un simple humain, confronté à des épreuves de la vie qui sont déroutantes. Être humain, c'est être fragile, c'est être sensible, et surtout, c'est être confronté à ses propres ténèbres. En fin de compte, ce qui fait de Silent Hill 2 Remake le meilleur film d'horreur de l'année, n'est pas qu'il effraie davantage que ses homologues cinématographiques, mais qu'il transcende la peur pour explorer des territoires émotionnels que le cinéma effleure rarement avec une telle profondeur. Ce remake n'est pas une simple réinterprétation d'un classique, c'est une symphonie de tristesse, de culpabilité et de rédemption, orchestrée avec une précision digne des plus grands réalisateurs. Là où un film impose un récit, Silent Hill 2 invite à le vivre, à ressentir chaque battement de cœur et chaque frisson comme s'il nous appartenait. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'horreur, mais d'une expérience qui redéfinit les frontières entre les médias, prouvant que le jeu vidéo peut égaler, voire même surpasser le cinéma dans sa capacité et son pouvoir à toucher l'âme humaine. Ça va faire gros fanboy, mais non, Silent Hill 2, c'est l'œuvre la plus marquante de toute ma vie, quoi. Enfin... Ah ouais. Ah ouais, non, mais moi, je sais que Silent Hill 2, l'original, il m'a marqué
il m'a marqué comme pas possible. Peut-être par la simplicité de son scénario, parce que tu sais, tu dis, franchement, ça pourrait arriver, un truc comme ça. Pas le fait, une ville à la Silent Hill, mais vraiment, les thèmes abordés, c'est cohérent, quoi. C'est des mecs lambda qui peuvent faire ça. Bah, d'ailleurs, ce genre de truc, je suis sûr, ça arrive, ça arrive tous les jours, quoi. Des gars qui tuent leurs femmes, tout ça, c'est vraiment des sujets de tous les jours. Donc ouais, bah oui, pour moi, t'as pas mieux que Silent Hill. Hein. Et même en dehors de ça, tu vois, genre il y a plein de moments où on jouait pas à Silent Hill pendant je sais pas combien d'années, genre ça. Ouais. Tu vois, avant la sortie du remake, on n'avait pas touché un Silent Hill depuis longtemps. Et ben il y a vraiment ce côté où genre ça te quitte pas et tu y penses régulièrement, t'écoutes régulièrement les musiques. Tu te dis putain, je vais me remater un peu le lore sur un wiki. Tu sais, il y a vraiment cet aspect où tu reviens souvent à Silent Hill. Et notamment à Silent Hill 2, quoi. Il y a un côté où ça te quitte jamais, je trouve. Ah, c'est ça, bah t'entends la sirène le premier mercredi du mois, tu dis ah tiens, ouais. Silent Hill. mais ouais, mais même quand il y a du brouillard quand tu conduis, putain, je suis à Silent Hill. C'est trop ça, c'est vraiment trop ça. Au final, t'adores le brouillard alors que qu'un gars qui connaît pas Silent Hill doit juste te dire oh c'est chiant le brouillard, mais nous on est là. C'est cool, on voit rien. C'est vrai. C'est ça, ouais. Encore une fois, au cinéma, on a eu des œuvres de malades cette année. Ah ouais, on a eu des films d'une complexité rare, on a eu des films tellement beaux, tellement différents de ce qu'on a l'habitude. Et malgré tout ça, je trouve que genre le truc le plus marquant en termes d'horreur cette année, c'est vraiment l'avènement de l'horreur cette année, c'est vraiment Silent Hill 2, quoi. Bah si on devait juste recommander à une seule personne un seul survival horror, bah c'est Silent Hill 2. Clairement. Ouais, c'est vrai. Et là avec le remake, tu peux, enfin Silent Hill 2. Je sais qu'il y a des personnes, le tout premier survival horror qu'ils ont voulu tester cette année, c'était Silent Hill 2. Et si ça se trouve, ça va pouvoir, comme tu dis, ça peut leur permettre de s'intéresser beaucoup plus au genre horrifique. J'irais plus loin, s'il y avait une seule œuvre horrifique, après c'est peut-être parce que je suis ultra fan, mais s'il y avait une seule œuvre horrifique à vivre, ça serait Silent Hill 2. Que ça soit tout format confondu, que ça soit jeux vidéo, film, pour moi, Silent Hill 2, il est numéro 1, quoi. Puis il restera numéro 1. Silent Hill 2 n'est pas une œuvre qui se contente de vous raconter une histoire. Elle vous met face à vos propres ombres, à vos propres démons. Et c'est dans cet espace, dans cette ville remplie d'introspection, que cette licence devient intemporelle. Oui, le meilleur film d'horreur de l'année n'est pas un film. C'est un cauchemar interactif qui laisse une empreinte durable, bien au-delà des crédits de fin.